Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Morito, le podcast made by Come & Click qui rediscute le marketing à la performance autour d'un verre. Et ça y est, l'hiver arrive, on avance d'une heure sur l'horloge, les Morito laissent place au chocolat chaud, mais pas question pour l'équipe Come & Click de rester au chaud dans ses bonnes vieilles habitudes. Non, aujourd'hui on sort de notre zone de confort, et oui, on va enfin aborder une thématique qui n'est pas liée à l'email marketing. Et au menu d'aujourd'hui, on accueille donc Jean Toselli, cofondateur de l'agence F9, pour répondre à la question Social Media Ads versus SIA, quel levier choisir ? Jean, j'espère que t'es paré pour cette thématique parce que je sens qu'il va y avoir un paquet de points à aborder aujourd'hui. Carrément, j'ai hâte. Bref, vous connaissez la recette. Bienvenue chez Come & Click. Un Morito ? Bon, déjà, bonjour Jean, comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis content que vous m'ayez invité sur votre podcast. Eh bah écoute, avec plaisir. J'ai hâte que tu me donnes tes questions. Et moi j'ai hâte que tu nous partages ton expertise. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter ton agence F9 ? Ouais, donc F9 Agency. Alors bon, déjà pour commencer, pour la petite histoire, F9 c'est la touche accélérée sur Mac. Et donc nous, notre promesse c'est de faire accélérer nos clients sur le digital. D'accord. F9, qu'est-ce que c'est du coup ? C'est une agence de marketing digital. Donc en fait on aborde des questions stratégiques avec nos clients. L'idée c'est de les faire progresser sur leur volume de vente ou leur volume de prospects. On est très axé sur la performance, okay. Donc on fait assez peu de notoriété, même si on sait en faire, mais c'est quelque chose qui est moins challengeant on va dire. Donc nous on aime se concentrer sur voilà, des challenges, atteindre des performances. Ensuite, en quoi ça consiste du coup, une fois qu'on a fait de la stratégie, c'est faire de la publicité sur Google et Facebook principalement pour nous, parce que c'est les deux leviers sur lesquels on a une très forte expertise, okay. Où on arrive justement à sortir notre épingle du jeu par rapport aux autres agences, aux nombreuses agences qu'il y a en France. Nous, on arrive justement de par notre expertise data-driven à justement aller chercher de la donnée pour en tirer des conclusions pertinentes et du coup voilà, faire des choix qui vont amener nos clients à atteindre leurs objectifs. Donc aujourd'hui, une agence digitale spécialisée dans l'acquisition sur les parties SIA et Social Media Ads. Exactement. Et spécifiquement Facebook, de ce que je comprends du coup. Ouais, c'est ça. En fait, Facebook, c'est vrai que c'est un des leviers qui comptabilise le plus d'utilisateurs en termes de social ads, donc du coup c'est vrai qu'on s'est d'abord attelé à cette plateforme. Ensuite effectivement on fait du LinkedIn, on fait du Pinterest, on fait du TikTok même maintenant, okay. etc. Mais vraiment voilà, notre forte expertise historique on va dire, ça fait 5 ans qu'on est dessus tous les jours, c'est vraiment Google et Facebook. Ok, voilà. Très bien. Et justement, tu disais que ça fait 5 ans que F9 existe. Je pense que ça fait aussi un petit paquet d'années que F9 et Come & Click on se connaît. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditeurs comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Ouais, bien sûr. En fait, du coup, donc Laura, effectivement, je la connais depuis très longtemps parce qu'on avait été partenaires à l'époque où j'avais pas encore monté ma société. Mais bon, pour vous passer ce détail, avec F9, on travaille effectivement sur des leviers d'acquisition pour vous générer notamment du lead sur différentes thématiques. Donc effectivement, nous, on est amené à vous faire justement de la publicité sur Facebook notamment pour vous générer un maximum de volume de prospects. Et ben écoute, voilà. Très belle présentation. Je te propose qu'on aborde directement la thématique avec une petite question assez simple d'apparence, mais ouais. Qui peut soulever quand même quelques petites nuances. Pour les plus néophytes qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est le SIA et ce qu'est le Social Media Ads ? Ouais, alors du coup, pour être très basique, vu que c'est ta demande, du coup, en gros, le SIA, donc c'est Search Engine Advertising, désolé pour l'accent, en gros, ça signifie les liens payants sur Google. Qu'est-ce que c'est les liens payants sur Google ? C'est les 3-4 premiers liens et les 3-4 derniers liens sur le réseau de recherche. Donc quand vous tapez en fait sur la barre de recherche Google acheter chaussures hommes, par exemple, et ben vous avez des liens qui s'affichent en premier sur le réseau, 3 ou 4, et ça c'est des liens qui sont payants. Il y a marqué en fait une petite mention annonce dessus. Donc ça c'est ce qu'on appelle le SIA. Voilà, c'est un des 5 produits de Google en fait. Il y a Google, c'est SIA, Display, YouTube, Gmail et Shopping. Voilà, d'ailleurs je cite Shopping un peu tard parce que c'est le deuxième plus important. Voilà pour ce qui est du SIA. Et ensuite le social media. Donc c'est par exemple Facebook. Donc c'est un réseau social, donc c'est de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, on va avoir le fil d'actualité de Facebook par exemple. On va avoir les bannières, on va avoir tout un tas d'emplacements. Mais la démarche est bien différente parce que là du coup on est sur du display.
Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Ouais, je te réserve quelques petites questions à ce sujet. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est deux leviers qui sont utilisés, qui fonctionnent complètement différemment. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont complémentaires et voilà, c'est aussi un des sujets qu'on va aborder plus tard. Pas de spoiler, s'il te plaît. Je mets un peu de suspense. Et du coup, pour initier le débat, on va mettre les pieds dans le plat là. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'orienter vers ces types de stratégies marketing ? Alors, initialement, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, donc le digital est un peu, c'est un incontournable. Hein, si on a envie de faire un peu de business ou de progresser dans son business, c'est vrai qu'on va aller s'adresser à ce genre de levier. Donc effectivement, ils sont nombreux. Pourquoi activer Google, Facebook ? Alors moi, c'est comme ça que je le vois, c'est parce qu'effectivement, Google déjà c'est un levier unique. Ça concentre 90% des recherches versus Bing, etc. Donc effectivement, voilà, Google, c'est en fait, je considère que ne pas y être, c'est un peu un manque à gagner. Parce qu'en fait, on va s'adresser à des gens qui nous recherchent. Tu vois, justement, pour regarder l'exemple de tout à l'heure, quand tu vends des chaussures de sport pour femmes, ne pas être sur une requête d'une personne qui tape acheter chaussures de sport femmes, ça manque à gagner parce qu'il y a de fortes chances que son clic à cette personne te génère une vente derrière. Donc voilà, ta question qui était pourquoi on activerait ce genre de levier, c'est ça ? Ouais, la question c'était pourquoi est-ce qu'on devrait s'orienter s'orienter vers ça. Donc du coup, voilà, alors Google effectivement, je vous disais, donc c'est un peu un manque à gagner de ne pas y être. Donc voilà, en fait, pourquoi y aller ? Tout simplement pour générer du chiffre d'affaires supplémentaire, soit via la génération de prospects, parce que votre business est plutôt un service, ou sinon générer du chiffre d'affaires supplémentaire via des ventes, parce que justement vous êtes plutôt un e-commerçant par exemple. Voilà, donc principalement moi je le vois surtout côté performance, mais effectivement d'autres leviers qui sont complémentaires au SIA, comme par exemple, c'est pas le sujet, mais YouTube, etc., qui eux vont permettre de par exemple gagner en notoriété par exemple. Okay. Voilà. Facebook c'est pareil, hein, en fait c'est un réseau qui marche très bien pour faire de la vente aussi. Et c'est assez unique pour ça d'ailleurs, parce que pour reparler de YouTube, c'est le concurrent un peu direct d'après Google, hein. Mais voilà, Google a toujours eu un peu de mal à monétiser sa plateforme YouTube, là où Facebook arrive extrêmement bien à générer des ventes sur sa plateforme. Donc voilà, donc pourquoi faire appel au SIA ou au social media ads ? D'un point de vue, moi je vois ça vraiment d'un point de vue clairement business, c'est faire de la rentabilité, de la performance et générer du chiffre d'affaires complémentaire, voilà, et d'amener de la croissance au sein de son entreprise. Donc des leviers super héroïstes finalement. Complètement, ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois, ouais, tout à fait. Et justement, quels sont les points forts et les points faibles de chacun de ces leviers ? Alors, ouais, effectivement, c'est une super question parce que, alors, ils sont nettement différents de par l'approche. Alors je vais te répondre comme ça à cette question parce qu'en fait, Google, donc c'est unique comme je le disais, parce que c'est le seul endroit où tu donnes une réponse à un utilisateur. Donc tu as sélectionné des requêtes sur lesquelles tu voulais te positionner. Et tu vois bien que c'est complètement différent sur tous les autres leviers, notamment Facebook, parce que là on est sur des leviers qui sont dits display. Et en fait la démarche est la suivante: tu recherches un cluster, une audience qui semble correspondre à ton service ou à tes produits, et tu vas t'adresser à eux en espérant qu'en voyant ta publicité, ils passent à l'acte d'achat. Sur Google, c'est bien différent parce que voilà, l'engagement du client, il est déjà présent. En fait, tu vas cibler une recherche qui dit acheter chaussures de sport femme, tu vois. Donc, c'est pas comme afficher à des gens qui sont fans de jogging une publicité display en disant moins 20% sur votre chaussure Decathlon, tu vois. Voilà. Donc du coup, tu me demandais, excuse-moi, je perds le fil. T'inquiète, pas de souci. Je te demandais les points forts et les points faibles du coup de chacun de ces leviers. Ouais, donc du coup, le gros point fort de Google et que aucun de notre levier n'a, c'est celui-là, c'est celui de répondre justement. Enfin, c'est le sens est unique, c'est-à-dire qu'on va de l'utilisateur et l'utilisateur vient à toi, tu vois. Et toi, tu lui apportes une réponse. Ok. Sur Facebook, donc son point négatif, c'est de ne pas être ça, c'est de devoir cibler une audience, tu vois, et de croiser les doigts en espérant que cette audience soit responsive, enfin, tu vois, qu'elle soit touchée par ton annonce. Par contre, son gros point fort, effectivement, c'est que voilà, Facebook, c'est énormément d'utilisateurs, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, voire peut-être même 2. Donc voilà, ça concentre une très grosse population, donc il y a beaucoup de
Enfin, il y a tout type d'audience. Aujourd'hui, il y a des clusters hyper intéressants sur Facebook, donc tu peux même cibler par exemple des femmes qui sont fiancées et qui ont prévu d'acheter une robe de mariée dans les 2 mois par exemple, ou cibler des personnes, enfin des femmes avec un enfant qui a entre 3 et 5 ans. Donc enfin tu vois, c'est des ciblages qui sont ultra puissants. Donc ça c'est vraiment encore un point fort. Donc je suis beaucoup sur les points forts, mais voilà, c'est vrai que j'axe pas trop sur les points faibles. Mais je vais peut-être y venir. Mais du coup voilà, donc Facebook en gros en résumé, voilà, des audiences très intéressantes à cibler. Ouais. Très utilisé par beaucoup de monde, mais un autre aspect, et j'aime bien le voir comme ça, Facebook, c'est que c'est un levier où en fait, quand vous affichez votre publicité, vous apparaissez sur l'écran entier du smartphone de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment ultra puissant, parce qu'en fait, le display, comme je l'ai expliqué au début, qui est ce format donc visuel d'annonce, en fait, sur d'autres leviers comme Taboola, Outbrain, etc., Pinterest, en fait, on va avoir une image, mais qui va être un peu perdu entre guillemets dans une page, ok. C'est-à-dire qu'enfin voilà, l'espace dédié à cette image va être peut-être de 15%, 20%, ok. Alors que sur Facebook, l'espace de la publicité prend l'espace d'une publication en fait. Donc ça prend 80% de l'écran d'un mobile. Pour peu que ça soit voilà en format carré, voire même en format vertical, ça prend vraiment toute la place de l'écran. Donc ça c'est un autre point très très fort de Facebook et qui est assez unique à Facebook finalement par rapport aux autres leviers display. C'est qu'une fois que ta publicité apparaît sur l'application, en fait tu as la chance d'afficher sur un grand écran et donc de capter l'attention de l'utilisateur, tu vois. D'autant que au moment où apparaît ta publicité sur le feed de ton potentiel prospect, enfin de ton prospect, en fait tu prends la place de tout autre annonceur comme un Adidas ou un annonceur immense, donc tu as autant de chances que lui d'apparaître en fait, tu vois, enfin à la hauteur de ton budget bien sûr, mais tu apparais au même endroit, tu vois, donc il n'y a pas de favoritisme là-dessus et tu apparais encore une fois en plein écran. Donc voilà, ça aussi amène une autre réflexion, c'est qu'il faut pas se louper quand tu affiches du coup une publicité sur Facebook, parce que tu as la chance d'apparaître de temps en temps sur l'écran entier de ton utilisateur, donc faut pas se louper, tu vois, faut pas faire une vidéo qui je sais pas, qui est mal coupée ou un son qui va pas ou une vidéo qui est mal croppée ou je ne sais quoi, tu vois, enfin qui serait voilà, faut pas se louper. Est-ce que tu dis c'est hyper intéressant parce qu'au final Facebook historiquement c'est peut-être l'un des premiers canaux sur lesquels on a pu voir le format 9/16e et non pas 16/9e se développer à fond. Et quand on voit qu'aujourd'hui sur du ads, il va y avoir des annonceurs qui se positionnent sur du YouTube, ça commence maintenant à être en 9/16e ou sur du TikTok évidemment maintenant, c'est que finalement c'était peut-être la bonne option à prendre parce que comme tu le dis, ça prend 80 à 90% de la taille de l'écran et donc du coup forcément l'utilisateur derrière a beaucoup plus de chances de te voir et de te retenir. Ouais, exactement. Nous c'est vrai que chez F9 on a capté ça assez longtemps parce qu'avant d'être agence on était nous-mêmes annonceurs et du coup on a exploité les formats et justement on part tout le temps sans aucun a priori. L'idée c'est vraiment qu'on teste, c'est test and learn, hein. Donc c'est vraiment dès qu'on a une idée et qu'on pense qu'elle est bonne, on la teste et ensuite on analyse la donnée et on fait un constat, tu vois. Et effectivement le format vertical, au début sur Facebook on jurait que par le format vidéo carré. Et nous un jour on a testé justement le format 4/5e, mais ça date, hein, c'était il y a 2-3 ans. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on s'est aperçu que les performances, enfin les taux de clics étaient bien meilleurs. Mais voilà, l'explication, elle est là, c'est celle que je disais précédemment. C'est que voilà, on prend beaucoup plus de place sur le device. Bien sûr. Et je te propose qu'on aborde maintenant un petit peu la thématique du processus de sélection autour de ces leviers-là. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite là demain se lancer dans sa première campagne d'acquisition digitale? Plutôt SIA, plutôt social media ads? Ouais. Alors du coup en fait, moi mon automatisme là-dessus c'est de conseiller d'abord de partir sur Google, sur le SIA. Parce que voilà, encore une fois, c'est deux leviers complètement différents. T'as donc un levier qui répond à une question et t'as un autre où tu vas afficher beaucoup. Donc c'est aussi une démarche très intéressante. Mais en tout cas, si la démarche est la rentabilité, je pense vraiment que je vais pas dire un chiffre, mais voilà, dans une grande partie des cas, la rentabilité va être trouvée d'abord via le SIA. Voilà, en fait, tu l'as compris, hein. Je veux dire, t'es un fleuriste, t'habites, donc t'as pignon sur rue à Angers, quelqu'un cherche acheter fleurs Angers,
ils voient une annonce ads parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais en fait c'est la tienne qui apparaît parce que tu as une bonne agence. Là, tu cliques dessus et on t'amène directement en magasin pour faire un drive to store et le mec il achète dans ta boutique, tu viens de gagner un client parce que tu as payé un clic 80 centimes, tu vois. Donc enfin, voilà, je pense que c'est un manque à gagner. Donc mon conseil pour une personne qui se lancerait dans le digital et qui n'a encore rien fait aujourd'hui, je lui dirais d'abord, dans le cas où évidemment elle cherche d'abord de la rentabilité, hein, parce que si c'est de la notoriété, j'aurai un autre discours. Mais si c'est de la rentabilité, je m'attellerai d'abord à mettre mon budget sur Google. Et ensuite, par contre, et là c'est aussi je pense le débat est intéressant, mais tout ce qui dépasserait ensuite de ce budget search, je le mettrais en retargeting, du coup. Et à ce moment-là, en retargeting, je ferais pas appel à Google pour ça, mais je ferais appel à Facebook. Tu vois. Donc en fait, Google... Je vais pas te couper juste 2 secondes. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce qu'est le retargeting ? Tout à fait, ouais, t'as raison. Du coup, en fait, retargeting, donc c'est retargeter en français. En fait, c'est recibler. Ouais. Donc c'est en fait quand un utilisateur est connu, c'est-à-dire qu'il est passé sur ton site par exemple, et qu'il a déclenché donc un cookie, enfin voilà, ton pixel, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, tu emmagasines une donnée, et du coup, c'est un utilisateur qu'on va dire connu, et donc du coup, une fois qu'une personne est passée sur ton site, en gros, elle est marquée d'un cookie, et donc du coup, ensuite, dans sa navigation, tu peux faire en sorte d'aller la recibler, cette personne. Voilà. Et effectivement, l'intérêt, plutôt que de cibler celle-là, plutôt que tout le reste, c'est que bien évidemment, on va considérer que cette personne, si elle est déjà venue sur ton site, c'est que voilà, elle a une certaine sensibilité à tes produits ou à ton service, ou en tout cas qu'elle est dans une démarche où potentiellement elle a besoin de ta chaussure ou de fleurs. Donc voilà, ça c'est le retargeting. Donc c'est souvent des démarches qui sont intéressantes parce que pour assez peu de budget engagé, on a des taux de transformation qui sont élevés. Parce qu'en fait, c'est des clients sur lesquels souvent on a déjà investi de l'argent. On a déjà payé un clic ou 2 ou 3 sur des annonces Google, mais il n'a toujours pas été rentable. Ajouter à cela, du coup, donc je disais, donc après avoir fait 1 clic, 2 clics, 3 clics sur ton annonce, tu vois, donc l'utilisateur il t'a déjà coûté 3 fois ton CPC. Derrière, en fait, du coup, donc là il n'a pas encore été rentable. Mais du coup, c'est peut-être intéressant d'aller lui afficher une fois de plus sur Facebook, justement, ta publicité image, avec peut-être une promo, je sais pas, pour justement faire que ce clic-là soit rentable. Parce que du coup, il va rentabiliser aussi tout l'investissement que tu auras fait auparavant sur Google, tu vois. Voilà. Donc voilà pourquoi cette démarche de retargeting elle est intéressante et pourquoi elle coûte pas très cher. C'est qu'en fait, c'est un petit supplément qui va permettre potentiellement de rentabiliser toute ta chaîne de... la chaîne de la chaîne de valeur, enfin pas la chaîne de valeur mais la chaîne de conversion. Oui voilà c'est ça, enfin non mais tu vois toutes les fois où tu as eu un contact avec ton utilisateur potentiel qui n'ont pas, et ces contacts là qui n'ont pas été rentables, bah, d'un coup ils peuvent le devenir tous. Voilà, grâce au retargeting. Donc du coup pour en revenir à dans quel ordre en fait j'utiliserai Google ou Facebook. En gros, donc voilà, pour de la rentabilité, j'aurais dit d'abord donc le SIA Google, et tout ce qui dépassera ensuite en budget, je partirai sur du display en retargeting d'abord, mais sur Facebook. Et si il y a encore du budget, j'actionne du coup du display, plus en retargeting parce qu'on considère que l'audience retargeting elle a totalement été atteinte. Et du coup, à ce moment-là, je vais aller chercher des ventes supplémentaires ou des prospects supplémentaires sur du display, et à ce moment-là, sur du display Facebook aussi. D'accord, voilà. Plutôt Facebook. Ouais, c'est ça. Et donc là, si je comprends bien, si je résume un petit peu tout ce que tu m'as dit, donc ça va dépendre forcément des objectifs de ta campagne. Ouais, tout à fait. D'un côté, on va avoir un objectif de trafic / de notoriété, où là, on va peut-être plus s'orienter vers du Facebook. Ouais, tout à fait. Et de l'autre côté, un objectif d'acquisition de leads, d'achat sur site marchand, où là, l'idée, c'est plus dans un premier temps de s'orienter vers le SIA, et pourquoi pas derrière refaire du retargeting. Exactement. Ouais, t'as tout compris, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a des prérequis à valider pour mettre en place ces campagnes-là. Je pense notamment des ressources financières, des ressources humaines, certaines expertises à avoir, ou un historique de marque. Par exemple, est-ce qu'il faut absolument que ta marque soit connue pour être sur du SIA ou du display en Facebook ? Ouais, alors du coup, alors oui, des prérequis, il y en a. Alors pour recommencer, je crois que tu m'as parlé d'abord du budget. En fait, au niveau du budget, c'est pas nécessaire. Enfin, justement... je trouve que Internet est une assez bonne occasion de pouvoir tester des choses sans y perdre trop d'argent. Parce que comparé à devoir monter un store éphémère en ville par exemple et de se casser la gueule, désolé pour l'expression, et du coup avoir perdu pas mal d'argent comme ça, sur Internet on peut faire le constat que ça ne marche pas.
avec peu d'argent. Donc en fait déjà la démarche sur internet au niveau du budget, elle n'est pas forcément hyper conséquente. Nous on a pour habitude de conseiller à nos clients d'investir entre 300 et 1000 euros pour une phase de test et se rendre compte du potentiel d'un levier, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 1000 euros dépensés sur Google, on va être capable de dire si vraiment, donc entre 300 et 1000 euros, mais voilà, on va prendre la fourchette haute, au bout de 1000 euros, dire si vraiment le SIA, ça peut être un levier rentable pour toi, tu vois. Pareil pour Facebook, est-ce que ça peut être un levier rentable pour toi? Au bout de 1000 euros, je saurais te le dire. Mais donc du coup, tu vois, c'est pas des investissements qui sont gros par rapport à ce que peut te rapporter la plateforme si ça fonctionne. Parce que là, je viens de dire donc, de savoir que si ça ne marche pas, parce que c'est très important d'avoir ce learning. Mais voilà, dans le meilleur des cas, ça se passe bien. Et donc du coup, au bout de 1000 euros d'investi, ben, tu as récupéré 1500, 2000, 3000 euros, je ne sais pas. Et donc du coup, c'est extrêmement simple de scale sur ces leviers-là, tu vois. Donc le risque, en quelque sorte, est assez peu limité. Donc en prérequis budget, je dirais que c'est pas, ça doit pas être trop en frein normalement. Si je peux me permettre aussi d'aller un petit peu plus loin, et tu le disais au tout début, l'avantage de ces deux leviers-là aussi, c'est que c'est des leviers à la performance, c'est-à-dire que tu ne payes en fait qu'au résultat, et si demain tu te rends compte que ta campagne effectivement ne perf pas, bah, tu peux la mettre en pause et la stopper, et en fait ton budget tu le maîtrises mais complètement. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors en fait, alors c'est la performance, mais à une certaine limite, tu peux pas ne payer que pour l'achat. Mais par contre, tu peux carrément voilà, piloter ta campagne, et c'est là que justement, il y a un prérequis, c'est quand même qu'il faut avoir une certaine expertise, parce que si tu t'y lances un peu from scratch, tu vois, enfin voilà, en te disant, allez, je vais essayer, il y a quand même beaucoup d'indicateurs, et c'est très simple d'être mauvais en fait. Enfin, c'est très simple en fait de tirer le constat que ça ne marche pas, alors qu'en réalité, tu as juste une mauvaise lecture des résultats, par exemple, ou des chiffres, ou de la data. Mais t'as raison, donc du coup Google en fait on paye au CPC, donc on va payer seulement pour le trafic qui a cliqué sur l'annonce qui apparaissait lorsque elle avait tapé une requête qui était intéressante. Mais derrière il n'y a aucune promesse sur l'achat qu'elle va faire sur ton site. Ça va dépendre par exemple de ton taux de transformation de ton site. Si tu as un site qui est performant, si tu as un tunnel de conversion qui marche bien, si tu as un moyen de paiement qui est pratique, tu vois, si les pages chargent vite, etc., etc. Pour le coup, on est exactement sur les mêmes problématiques qu'en emailing. Bah ouais, voilà. Bah, c'est le nerf de la guerre. Mais du coup, tu vois, enfin, donc effectivement, l'avantage de Google, c'est de, en tout cas, avoir la possibilité sur la partie ads de savoir si le trafic que tu ramènes est de qualité. Mais ensuite, tu vas laisser passer la main à Analytics, qui va être un support pour justement pouvoir analyser le comportement de ton trafic et savoir et pouvoir tirer des conclusions et juger de si ton site est proof concernant la conversion, tu vois. Donc quand même un certain nombre de ressources humaines, j'ai envie de te dire, et d'expertise à avoir. Ouais, tout à fait. Donc, et pour continuer juste sur Facebook aussi, en fait sur Facebook on va payer au CPM, donc c'est au coût par 1000. Donc en fait là tu vas vraiment, enfin, alors c'est de la performance parce que derrière tu vas faire le constat de si le trafic qui a été ramené sur ton site transforme. Mais ça dépend que de ta lecture. Après effectivement tu vas pouvoir dire à Facebook, j'aimerais que tu ailles me chercher un maximum de gens qui convertissent, donc qui achètent. Mais après ça veut pas dire qu'il va pas te trouver des acheteurs à des prix faramineux, tu vois. Et donc du coup dans ce cas-là tu seras pas rentable. Mais voilà, mais donc c'est pour ça que donc au-delà du prérequis du budget donc qui est assez faible, au niveau donc de l'expertise, il faut quand même enfin en tout cas si tu as une expertise, c'est quand même conseillé parce qu'il y a beaucoup de données et il y a des liens à faire entre chaque donnée pour justement pouvoir tirer des conclusions pertinentes pour l'avenir et faire en sorte qu'un levier puisse devenir rentable. Et puis peut-être un autre petit point aussi pratico-pratique pour le coup, les interfaces. Ouais. Parlons des interfaces du Facebook Business Manager et de l'interface du Google Ads. Yes. Tu conseillerais laquelle des deux interfaces pour un néophyte? Alors je conseille Google parce que c'est plus fiable. Mais par contre Google est beaucoup plus deep que Facebook. Parce que en fait Google si tu veux creuser t'as 50 onglets quoi, enfin tu vois t'as vraiment énormément de recoins, de coins et de recoins quoi. Si tu prends la plateforme Extend, parce que tu as aussi une plateforme pour justement les petits annonceurs, et donc c'est une version un peu simplifiée, mais du coup tu es forcément un peu freiné dans les capacités de la plateforme. Mais sinon oui, je te voyais venir sur Facebook, parce qu'effectivement c'est une plateforme qui donne envie de s'arracher les cheveux.
Tous nos clients ont une patience limitée enfin la patience d'un enfant sur cette plateforme parce qu'au bout de 2 minutes, ils en ont marre et ils lâchent l'affaire. Nous, pour le coup, avec Thomas, du coup, mon associé, c'est vrai que ça fait du coup 5 ans que tous les jours, on se lève et on va sur cette plateforme et on y passe notre vie. Donc du coup, maintenant, c'est vrai que nous, on a des automatismes. Mais effectivement, des fois, on reprend un peu de hauteur, on se met à la place du client, on se dit ouais, effectivement, je comprends que tu t'arraches les cheveux. Nous aussi, d'ailleurs, ça nous arrive parce qu'ils font beaucoup de mises à jour et effectivement, c'est pas très agréable, quoi. Mais donc, du coup, pour un néophyte, de toute façon, néophyte, si tu m'entends, commence par Google. La plateforme, elle est un peu plus, peut-être un peu plus comestible, et encore. Mais ça te permettra déjà de gagner un peu en visibilité et de maîtriser tes coûts. Et sinon, si tu veux vraiment en faire un levier important, que tu as du budget, que tu as une entreprise avec beaucoup d'ambition, fais appel à F9. Très beau placement, on valide. Et donc, bon, je pense que tu as un petit peu répondu à la question, notamment sur la partie retargeting. Mais est-ce que tu penses, au-delà de la partie retargeting, que ces deux leviers-là, ils peuvent être complémentaires? Alors, pardon, le levier, au-delà du retargeting? Au-delà du retargeting, ouais, bien sûr. Ouais. Complètement. En fait, déjà, donc les deux leviers, moi, je les considère comme des leviers à la performance. Okay. Donc, effectivement, si tu as le budget suffisant, on va dire, c'est hyper intéressant de faire de la complémentarité, évidemment, entre ces deux plateformes, parce que du coup, tu vas pouvoir ramener du trafic sur ton site web via la recherche Google, puis ensuite aller t'afficher aussi sur Facebook. Donc, c'est intéressant de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et de pouvoir justement démultiplier les zones de touche en fait avec ton client et pas simplement de te trouver que sur le search par exemple. C'est bien aussi de se montrer présent un petit peu partout dans les habitudes de navigation des utilisateurs. Ok. Donc je valide la complémentarité. Tu valides? Au-delà du retargeting, même si moi en priorité je ferais Google, retargeting, puis display Facebook, puis display Google. Et donc du coup, peut-être pour conclure sur cette thématique, parce qu'on en est déjà à quand même une bonne 40aine de minutes d'enregistrement, alors on serait peut-être pas se rendu là directement au montage, mais voilà, j'aimerais que sur ces dernières questions, on aborde une partie un peu plus conseil, qu'on rentre un peu plus dans le concret. Demain, moi je suis un annonceur, je veux me lancer sur chacun de ces leviers et oui, j'ai le budget, je peux faire du SIA et du social media ads. Est-ce que je dois privilégier certains formats sur chacun de ces leviers? Par exemple, sur le SIA, alors là je pose une question qui va paraître évidente à beaucoup d'entre nous, mais peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que je peux faire de la vidéo, de la photo, de l'illustration, des landing pages, des carousels? Qu'est-ce que je dois choisir? Et donc, pareil aussi côté social media. Est-ce qu'il y a des formats plus adaptés à chacun de ces leviers? Ok. Du coup, alors sur le SIA, effectivement, c'est du coup à l'inverse du display, il y aura pas de visuel à sortir. Mais par contre, il y a quand même des best practices sur les annonces, parce que du coup, une annonce, c'est par exemple, alors historiquement, c'est 3 titres et 2 descriptions, par exemple. Avec des extensions d'annonces. Aujourd'hui et demain, ce sera plus que des responsive ads, donc c'est jusqu'à 15 titres et ensuite l'algorithme qui justement va venir piocher dans les meilleurs titres en fonction de l'utilisateur pour maximiser ton taux de clic. Mais donc du coup, mon conseil, c'est justement de fournir un maximum d'informations à l'algorithme pour justement qu'il puisse aller chercher des taux de clic les plus élevés possibles. Donc ça c'est pour le search, donc du coup fournissez un maximum de titres, un maximum de descriptions. Mon conseil aussi c'est de pas faire de redondance dans les mots-clés. Ouais. En fait j'ai beaucoup de conseils, il y a beaucoup de best practices forcément, mais aussi autre chose, de ne pas faire d'usine à gaz, ça c'est très important pour toujours conserver de la lisibilité dans les résultats. Alors qu'est-ce que tu entends par usine à gaz? En fait quand on se lance sur Google ou sur Facebook, en fait on va faire différentes campagnes, et ça sert à rien de faire 50 campagnes si on peut en faire 3 par exemple. Voilà. Et c'est souvent nous on audite des comptes comme ça et on s'aperçoit que la structure n'est pas du tout optimisée et qu'en fait on n'arrive même plus à avoir une lecture de données pertinente, et on s'aperçoit du coup que ça fait des mois et des mois que les clients finalement n'ont pas pris de décision qui auraient pu les amener à des niveaux beaucoup plus élevés de rentabilité par exemple. Donc du coup faire attention à ça, faut pas créer des campagnes supplémentaires si c'est pas utile.
pour revenir sur la partie campagne supplémentaire, pour être sûr de bien comprendre, c'est que du coup les clients en face, ils créent 50 campagnes au lieu de 3 parce qu'ils segmentent trop leur campagne, c'est ça? Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si je reprends l'exemple tout à l'heure des chaussures de sport, par exemple. Donc, imaginons on est sur un site e-commerce d'articles de sport. En fait, on va splitter des campagnes par thématique, mais de manière à vraiment séparer des thématiques fortes, tu vois. Okay. Par exemple, souvent en fait, l'arborescence de son site permet d'avoir un bon split de ses campagnes. Par exemple, tu vas avoir la section femmes, la section hommes, la section enfants. Donc ça va être 3 campagnes différentes, par exemple, tu vois. Parce que du coup, tu veux pas que effectivement tes résultats obtenus sur l'audience féminine rentrent en collision avec les résultats obtenus sur l'audience masculine, ni avec les enfants, d'accord ? Donc ça, c'est un bon motif de faire 3 campagnes. Mais par contre, du coup, à l'intérieur, tu vas du coup faire des ad sets, des groupes d'annonces sur Google, qui vont être par exemple chaussures, chaussettes, shorts, t-shirts, pulls, ok ? Donc ça va être l'architecture à l'intérieur de ta campagne. Mais beaucoup d'annonceurs ont tendance à faire des campagnes autant que là, je viens de te citer d'ad sets. D'accord. Tu vois ? Donc du coup, au lieu d'avoir 3 campagnes, ils se retrouvent avec 3 campagnes fois le nombre de sous-catégories qu'il y avait dedans. Donc s'il y en avait 10, ils se retrouvent avec 30 campagnes, tu vois. Alors que c'est pas utile de distinguer la rentabilité du produit, enfin au niveau de la campagne en tout cas, c'est moins pertinent de distinguer la performance de ton produit chaussure de ta pertinence de ton produit t-shirt par exemple. Mais par contre, c'est intéressant de savoir entre les hommes et les femmes quelle audience est la plus pertinente, tu vois, par exemple. Et ensuite, l'info de quel produit fonctionne le mieux sur cette audience, tu vas trouver cette info-là au sein de la campagne, donc au sein de cette audience. Donc chez les femmes, je vais m'apercevoir du coup dans la campagne femmes que les chaussures fonctionnent mieux que les t-shirts. À l'inverse, dans la campagne homme, je vais m'apercevoir que les shorts fonctionnent mieux que les casquettes. Okay. Alors que si j'avais mis tout ça dans une même campagne, ça aurait été moins évident en tout cas de tirer ces conclusions-là, et encore moins si j'avais créé 30 campagnes, parce que j'aurais du coup dispatché vachement l'information, et ensuite pour la rassembler, c'est long et c'est fastidieux, et on peut perdre de la data et du coup pas tirer les conclusions qu'on aurait souhaité en tirer, quoi, tu vois. Un peu les mêmes problématiques du coup sur du Facebook Ads avec le système de campagne, groupe d'annonces et annonces. Tout à fait pareil, et je vais même rajouter autre chose, c'est que du coup en 2021 et là 2022, l'algorithme prend de plus en plus de place. Et du coup, en fait, au plus tu emmagasines de données dans une campagne, au plus ta campagne a de chances de bien tourner. Donc c'est une raison supplémentaire de ne pas trop diviser ta structure de compte en plein de campagnes. Parce qu'en fait, au moins tu vas avoir de campagnes, au plus ta campagne va être chargée de données, du coup. Et du coup, au plus tu vas donner d'indicateurs à Google ou Facebook pour qu'ils puissent aller te chercher les objectifs que tu souhaites atteindre. Voilà, je sais pas si je me suis un peu éparpillé dans ta question. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, tu as répondu aux autres questions que je voulais te poser après. Okay. Mais là, du coup, tu t'es focus un petit peu plus sur la partie SIA. Si on revient du coup sur l'autre penchant de ce podcast-là, qui est le social media ads, et qu'on revient à la question que je t'avais posée au début, est-ce que toi tu privilégierais certains formats sur les formats, tout à fait. C'était ça. Waouh. On est parti loin. Ouais, c'est ça. Mais parce que du coup, donc voilà, en search, donc je disais, il y a pas de format image. Par contre, en display, il y a du format comme ça sur Google. D'ailleurs, donc pour juste faire mes Google, je vous conseille de faire du responsive ads, donc c'est des formats images responsive. Sur Facebook, mon conseil, alors si je devais faire un top 3, quoi, ça va être le format vidéo en premier. Et même je vous donne cette astuce dont je parlais tout à l'heure, c'est le format 4/5. Donc vidéo 4/5. En deuxième, je mettrai la vidéo carrée. Voilà, et puis ensuite en troisième je mettrai l'image carrée, parce qu'on peut pas faire d'image en 4/5. Donc ce serait image carrée, puis le carrousel, etc. Okay. Voilà, mais donc du coup, en fait, j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure parce que je parlais justement de l'importance d'apparaître sur le réseau de Facebook, enfin sur le feed de Facebook. Et d'où l'importance justement d'être impactant au moment où ta publicité apparaît sur le réseau, sur le feed d'actualité de ton utilisateur. Donc voilà, pour catcher l'attention, voilà, mon conseil c'est vraiment de la vidéo 4/5.
Ok. Et bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la thématique ensemble aujourd'hui. Ouais. Si on résume en quelques mots, tester. Commencer déjà quand on a pas beaucoup de budget sur du SIA. Si on a un peu plus de budget, du retargeting. Ouais, tout à fait. Et après, pourquoi pas du Facebook Ads. Exactement, et ensuite du display sur Facebook, du display sur Google, et puis ensuite on mène des campagnes de notoriété, on va sur YouTube, on exploite aussi Gmail, on exploite le shopping en urgence si on a un e-commerce, et puis ensuite on va sur d'autres leviers aussi pour se diversifier, et voilà, et trouver d'autres leviers de croissance. Et bah c'est parfait. Bah, en tout cas, merci à toi, Jean, merci pour ta participation aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup Kenzo. C'était un plaisir, le podcast était hyper intéressant. Je pense que nos auditeurs ont appris plein de choses aujourd'hui. J'espère, je le souhaite. J'espère aussi. Et j'espère aussi que ton petit placement de produit personnel aura fonctionné. Ouais, bah écoute, je prêche pour ma paroisse. Donc vive F9, ouais. Vive F9. Et bah du coup, on se donne donc rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 4 de cette saison 2 de Morito, déjà. D'ici là, portez-vous bien et puis à très vite.